Donc rebonjour à tous, on va continuer le cours de la séquence 8 en parlant des réducteurs et on va définir tout un ensemble de notions qu'on utilisera par la suite. Donc on va voir dans ce cours trois grandes familles de réducteurs, les roues de friction, les systèmes poulie-courroie ou pignon-chaîne, ça va beaucoup se ressembler de notre point de vue, et après dans un dernier temps les réducteurs à engrenage. Alors on va commencer par les roues de friction. Donc, comme son nom l'indique, des roues de friction, ça va être basé sur des pièces qui vont frotter les unes contre les autres. Donc là, je vous donne deux exemples. Un qu'on a déjà croisé en TD, le TD4 de la séquence 6 de mémoire, qui est donc le système au niveau d'une vieille souris, où on va avoir entre notre boule et les odomètres qui vont nous permettre de mesurer les déplacements, eh bien de l'entraînement par adhérence. On a du roulement sans glissement au niveau de ces deux points. Et par conséquent, on a ce qu'on appelle des roues de friction, c'est-à-dire qu'on va avoir des roues qui vont être entraînées par adhérence. Un autre exemple classique, c'est celui d'une dynamo de vélo. Donc si vous avez un vélo avec du coup l'éclairage qui ne marche pas avec des piles mais qui marche avec une dynamo, le principe c'est que quand votre roue tourne, ça va entraîner en rotation par adhérence cette petite pièce là qui va se mettre à tourner, et à l'intérieur à ce niveau-là, on a une génératrice électrique. Et cette génératrice électrique va me générer donc l'énergie électrique qui va partir le long de ce fil-là pour aller alimenter mon système d'éclairage, par exemple. Donc dans tous les cas, le principe, c'est une transmission du mouvement par adhérence, avec du roulement sans glissement. Je vous renvoie à la séquence 6. Alors, partant de là, le principe des roues de friction, en général, on le représente avec ce genre de système et avec ce genre de schéma cinématique. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir donc le bâti, donc là notre pièce 0 par exemple, hop, à ce niveau-là, qui apparaît là et là, ok. Et associé, donc on a deux pivots d'axe, on va dire que le vecteur Z c'est le vecteur qui sort, donc d'axe O1Z avec la pièce 1 et d'axe O2Z avec la pièce 2. Et ces deux pièces, ces deux roues vont rouler sans glisser l'une sur l'autre au niveau du point de contact, au niveau du point I. Alors, quand on a des roues de friction, quels sont le type de questions qu'on va pouvoir nous poser? Alors, une première, c'est une question d'ordre cinématique, je vais en reparler juste après, mais après, il y a une question aussi d'ordre statique. On va commencer par là. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait du roulement sans glissement. Alors, entre-temps, on a fait le cours de la séquence 7, et on a vu que pour qu'il y ait du roulement sans glissement, il fallait qu'on reste à l'intérieur du cône de frottement, etc., etc., si on raisonne avec l'approche de Coulomb, la modélisation de Coulomb, ce qui sera toujours le cas. Donc, par exemple, si je m'intéresse au couple que je peux transmettre entre ma roue 1 et ma roue 2, donc là, imaginez que je cherche à transmettre un couple CM de ce point de vue-là, et de l'autre côté, j'ai un couple CR qui va être le couple résistant au niveau de ma pièce 2, par exemple, eh bien, ce couple, si je m'amuse à faire la résolution statique, il va être transmis entre ces deux pièces par une composante tangentielle au niveau de mon point I. Et cette composante tangentielle, je sais d'après la théorie de Coulomb qu'elle va être reliée à ma composante normale, et pour qu'il y ait du roulement sans glissement, il va falloir nécessairement que je sois strictement dans le cône, ou si je suis à la limite du glissement aussi, pourquoi pas, je peux être sur le cône. Enfin, il faut que je sois à l'intérieur ou sur le cône. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, du coup, pour un couple donné, je vais avoir une composante tangentielle donnée, avec quelque chose du genre Cm qui va être égal à mon rayon R1 fois mon effort tangentiel, et CR qui va être égal à quelque chose du genre R2 fois mon effort tangentiel. Je mets des guillemets parce que j'ai pas posé de paramétrage proprement, etc., etc., mais je vous laisse vous convaincre que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et mon effort tangentiel, je sais qu'il va être inférieur ou égal à F fois mon effort normal, d'après Coulomb, vu que je suis dans une configuration où il n'y a pas de glissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir définir, au final, le couple maximum que je vais pouvoir transmettre entre CM et CR, et ce couple maximum, il va être fonction de mon effort normal. Donc pour faire simple, plus je vais écraser ma roue 1 sur ma roue 2, plus je pourrai transmettre d'efforts entre ma roue 1 et ma roue 2 avec ma composante tangentielle, plus je pourrai transmettre un couple important. En termes de raisonnement, toute cette partie-là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait sur le dernier TD de la séquence 7 sur le frein de TGV dans la première partie des questions 1 à 2. C'est un peu le même genre de philosophie,
où on cherchait, donc si je vous remets l'exercice en tête, on cherchait à déterminer le couple de freinage maximal, connaissant en gros le poids du mécanisme. Le poids du mécanisme, c'est quoi? C'est à quel point ma pièce 1 vient écraser ma pièce 2. Donc en termes de philosophie, ça ressemble un petit peu. La différence, c'est qu'en général, dans des roues de friction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en pratique venir installer un ressort. Et c'est ce ressort-là qui, si on isole la pièce 1 et la pièce, elle n'a pas de numéro, je vais dire la pièce 3, la pièce bleue, si j'isole 1 plus 3 et que je fais un théorème de la résultante statique suivant ma direction Y, je vous laisse vous convaincre qu'on peut relier directement l'effort normal au niveau du contact au point I à l'effort dans mon ressort. Donc en gros, je peux choisir la raideur de mon ressort de façon à avoir l'effort normal qui m'intéresse. Donc tout ça pour dire qu'avec des roues de friction, on peut faire un petit peu de statique intéressante. Premier genre d'exercice qu'on peut croiser. Alors, petite remarque un peu plus techno. C'est hyper intéressant en pratique d'avoir une limitation due à l'adhérence. Ça veut dire que si d'un coup je veux transmettre un couple plus important que le couple maximum, je vais me mettre à glisser. Et ça, potentiellement, ça peut être une sécurité, ça peut m'empêcher de casser une pièce. Ça va être une espèce de fusible mécanique, si vous voulez. C'est-à-dire que si d'un coup le couple devient trop important, et que je sais que la suite de mon mécanisme ne va pas forcément bien le supporter, en ayant bien dimensionné ce ressort, je vais pouvoir faire en sorte que le couple que je récupère de l'autre côté soit toujours inférieur à une valeur limite. J'ai une espèce de saturation en couple. Voilà, donc on peut créer des exercices de statique autour de ce genre de principe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une roue de friction, ça marche avec le modèle de Coulomb. Et donc il va falloir relier l'effort normal au couple qu'on veut transmettre. Donc je vous renvoie un petit peu à ce qu'on a vu sur le dernier TD, ça ressemble, essayez de faire les liens. Alors, très souvent, quand on va parler de roue de friction, on va plutôt s'intéresser à des problèmes cinématiques. Et là, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire. Donc là, je vous ai fait le graphe de liaison. Je ne m'intéresse pas à la pièce 3 dont on a parlé précédemment. Je présume que la pièce 3, elle fait partie du bâti. Et tout le côté effort-presseur ne m'intéresse pas trop. Donc là, je me retrouve simplement avec ce schéma cinématique-là. Donc j'ai mon bâti qui est en liaison pivot d'axe O1Z, donc mon vecteur Z, c'est le vecteur qui sort de la feuille par rapport à ma pièce 1. Ma pièce 1 est en liaison sphère-plan au point I de normale Y avec ma pièce 2, avec du roulement sans glissement. Je vous rappelle, toujours important de préciser le roulement sans glissement quand on le sait. Et entre ma pièce 2 et ma pièce 0, donc là j'ai du pivot d'axe O2Z. Ok. Donc partant de là, ce que je peux écrire, là j'ai du roulement sans glissement, donc assez naturellement j'ai envie d'écrire ma relation de roulement sans glissement, c'est ce qui fait à ce niveau-là. Et après je vous renvoie à ce qu'on a vu dans la séquence 6, quand on a du roulement sans glissement, l'étape qui suit c'est de décomposer le mouvement, donc c'est-à-dire dire que la vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 1, là je suis mon graphe de liaison, c'est la vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 0, plus la vitesse de I appartenant à 0 par rapport à 1. Là, je suis juste la structure de mon graphe de liaison. Ok. Après, pour calculer chacun de ces termes, je fais un petit coup de Varignon en passant dans le mouvement de 2 par rapport à 0 par le point O2 et dans le mouvement de 0 par rapport à 1 par le point O1. Et avec un tout petit peu de travail, je trouve ce genre de relation. Vous pouvez essayer de le redémontrer, c'est pas bien compliqué, on a fait des choses beaucoup plus dures que ça en séquence 6, mais c'est un bon exercice si vous voulez vous remettre tout ça en jambes. Donc tout ça pour dire qu'au final, il va falloir retenir cette partie-là de la formule qui est importante, que la vitesse de rotation donc de ma pièce 2 par rapport à 0 sur la vitesse de rotation de ma pièce 1 par rapport à 0, c'est égal à moins R1 sur R2. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps sur cette expression parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, première chose importante, oméga 2, je ne sais pas ce que c'est. Un vecteur, une vitesse de rotation, c'est de quelque chose par rapport à quelque chose. Donc là, on raisonne par rapport au bâti. Il ne faudra pas l'oublier. Premier point. Deuxième point, vous pouvez noter la présence de ce signe moins. Alors, on le trouve sans souci quand on fait proprement l'exercice de cinématique, mais de façon assez intuitive, je pense que vous le sentez. Si ma pièce 1 tourne dans ce sens-là, pour qu'il y ait du roulement sans glissement au point I, il faut que ma pièce 2 tourne dans ce sens-là.
Et par conséquent, on voit bien que là, mes deux roues tournent dans des sens qui sont opposés. D'où la présence du signe moins. Et enfin, le R1 sur R2. Alors, le R1 sur R2, moi je vous conseille de le retenir de façon un peu mémotechnique. Là, quand vous avez du 2 au numérateur, en ce qui concerne les vitesses de rotation, on va se retrouver au dénominateur en ce qui concerne les rayons de mes roues. Et inversement, le 1 qui est au niveau de mon dénominateur pour les vitesses de rotation, il se retrouve au numérateur en ce qui concerne les rayons. Encore une fois, il n'y a pas de magie. Tout ça, ça découle directement de ce que j'ai écrit au-dessus, si on fait le calcul proprement jusqu'au bout. Par contre, la formule finale, elle est à connaître. Ok, donc ça c'était pour les roues de friction. Donc, on va dire que quand on a des roues de friction, assez souvent on va parler de problèmes de cinématique. Donc, important de faire le lien entre ce schéma et la formule. Et après, donc aussi, comprendre un petit peu le genre de questionnement et ce qu'on peut avoir comme question d'un point de vue statique, de dimensionnement de ressorts, ce genre de choses. Ok, alors maintenant on va passer au système poulie-courroie, ou courroie-chaîne. Alors, ce que ça va changer, poulie-courroie ou courroie-chaîne, c'est plus des questions de la façon dont on transmet l'action mécanique, mais là, ça va plutôt être des aspects cinématiques qui vont nous intéresser, donc pour nous, d'un point de vue cinématique, ça va être exactement la même chose. Alors, ce système, on l'a déjà croisé, il y a longtemps, dans le TD sur le scooter électrique en séquence 3, si je ne dis pas de bêtises. Et si on dit par exemple que ma roue 1 c'est ma roue motrice et la roue 2 c'est ma roue en sortie de mon réducteur, déjà première chose que j'ai envie de vous faire sentir, c'est que si ma roue ici tourne vers la droite, je vous laisse vous convaincre que la roue 2 elle va tourner dans le même sens. Donc là déjà, on sait que par rapport à ce qu'on a fait précédemment, le rapport de nos oméga de 1 par rapport à 0 et de 2 par rapport à 0, a priori va être positif. Ensuite, en faisant un peu le même genre de raisonnement, voilà, je vous montre deux petits exemples. Donc là, au passage, c'est une transmission par chaîne. Et ici, c'est plutôt une transmission par courroie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne changera pas grand-chose. Alors, en faisant un peu le même genre de raisonnement, on peut trouver une relation qui ressemble beaucoup. Alors, en pratique, juste, si j'essaye de justifier un tout petit peu plus précisément ce qu'on a fait, alors dans les hypothèses, on suppose que notre chaîne ou notre courroie est inextensible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur du trait bleu, là, sur mon schéma, à ce niveau-là, elle est toujours identique. Et notamment, la distance entre mon point I1 et mon point I2 ne va pas varier. Et si je m'intéresse à un point, du coup, si je m'intéresse du coup à la vitesse de I1 appartenant à ma pièce bleue, que j'ai appelée la pièce 3, alors c'est un petit peu ambigu ce que j'écris dans le sens où ma pièce 3 c'est pas vraiment un solide. Mais vous voyez l'idée. Je considère le point qui appartient à ma pièce 3, qui va du coup pouvoir se déplacer en suivant la courroie. Donc le vecteur vitesse de I1 appartenant à ma pièce 3 par rapport à ma pièce 0, ça va être égal au vecteur vitesse de mon point I2 appartenant à ma pièce 3 par rapport à 0. Ça vient du fait que ma courroie est inextensible. Après, il ne me reste plus qu'à écrire la relation de roulement sans glissement au niveau de ce point et au niveau de ce point. Ce que je dis, c'est que ma courroie ou ma chaîne, elle ne glisse pas sur mes poulies. Donc du coup, je vais avoir la vitesse de I appartenant à 3 par rapport à 1, qui est égal à 0. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Et de même, je vais avoir la vitesse de... Alors, excusez-moi, ça c'était I1, ok. Et la vitesse de I2 appartenant à 3 par rapport à 2, qui est égal à 0. Là, donc si je fais le point juste sur les hypothèses, cette première ligne, elle vient du fait que ma courroie est inextensible. Et les deux lignes du dessous, elles viennent du fait que ma courroie, elle ne glisse pas sur mes poulies. Et donc, à partir de ces trois équations, en faisant un petit peu de Varignon, etc., on retrouve ce genre de relation. Encore une fois, je vous laisse essayer de le démontrer. C'est pas insurmontable, on l'avait quasiment fait, sans le dire, dans le TD sur le scooter électrique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur cette relation? C'est exactement la même que celle qu'on a vue dans le cas des roues de friction, si vous reprenez ce qu'on avait fait précédemment, au signe près. C'est-à-dire que c'est la même relation que sur les roues de friction, sauf qu'on a un plus. Voilà. Donc, toujours pareil, on s'intéresse au vecteur de rotation de la pièce 2 par rapport à 0.
sur le vecteur de rotation de la pièce 1 par rapport à 0. Et donc on a une inversion hein, quand on parle des rayons. Donc si on a du oméga 2 au numérateur, on va avoir le rayon de la pièce 2 au dénominateur de l'autre côté. Et si on a du oméga 2 1 par rapport à 0 au dénominateur, on va avoir le rayon de la pièce 1 au numérateur de l'autre côté. Voilà, bon. Résultat à connaître, qu'on utilise assez souvent. Et c'est tout ce qu'on a à savoir sur les systèmes poulies-courroies. Donc au final, c'est pas insurmontable. Maintenant, on va parler des réducteurs à engrenage, et c'est ce qui va nous occuper une bonne partie de la séquence 8. Donc là, dans cette fin de vidéo, on va juste mettre en place les bouts d'outils dont on va avoir besoin. Et après, on parlera du calcul des rapports de réduction un peu dans le détail pour les trains simples dans un premier temps, et puis pour des trains un peu plus compliqués, ce qu'on appelle les trains épicycloïdaux, après. Donc, transmission, donc quand on a des engrenages, donc ça ressemble typiquement à ça, qu'est-ce que c'est ? C'est on va avoir des roues qui vont être dentées, vous voyez là j'ai plein de petites dents, et qui vont s'entraîner en rotation les unes les autres. Donc là, ça va plus être une transmission par adhérence, comme on l'a vu dans les roues de friction, mais c'est ce qu'on va appeler une transmission plutôt par obstacle. Ok ? Mais d'un point de vue purement cinématique, et souvent on va les traiter d'un point de vue cinématique, ça va être complètement équivalent aux roues de friction. Donc si vous avez compris, cinématiquement parlant, le calcul des roues de friction, vous avez compris les calculs de système d'engrenage. C'est rigoureusement la même chose d'un point de vue cinématique. D'ailleurs, le schéma cinématique associé, c'est exactement le même. Et on va du coup définir ce qu'on appelle le rapport de réduction, qu'on note souvent K ou petit r, qui va correspondre donc au vecteur taux de rotation, au oméga donc de la sortie par rapport au bâti sur le oméga de l'entrée de mon système par rapport à mon bâti. Donc ça veut dire quoi au passage ? C'est-à-dire que vu que là on s'intéresse à la sortie sur l'entrée, en gros si je raisonne d'un point de vue schéma bloc, je vais avoir oméga entrée, oméga sortie. A priori je m'attends à trouver un rapport de réduction dans le cas général qui va être plutôt plus petit que 1 en valeur absolue. On pourra utiliser des systèmes d'engrenage pour augmenter la vitesse de rotation, c'est possible aussi, mais on va dire que très souvent, on va plutôt les utiliser en réducteur, et du coup on s'attend à avoir des cas qui sont plus petits que 1. Petite remarque en passant. Alors, donc là je vous ai dit qu'on avait une équivalence cinématique avec les roues de friction qu'on a vues précédemment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir définir que oméga 1 alors je vais noter dans le même sens, que oméga 2 par rapport à 0 sur oméga 1 par rapport à 0, c'est égal à moins R1 sur R2. Ok, là j'ai juste utilisé la formule qu'on a vue précédemment pour les roues de friction. Le problème c'est quoi ? Le problème c'est ce R1 et ce R2. Donc moi pas de souci avec ma représentation schématique de ce côté-là, je vois bien ce que c'est R1 et je vois bien ce que c'est R2. Mais moi par contre là j'ai un petit problème. On en a déjà parlé avec la problématique du pignon. C'est que le rayon, à la limite, je comprends assez facilement où est le centre. Donc le centre, on va dire que c'est au niveau de ce point-là, ok. Par contre, le rayon, c'est celui qui va jusqu'au bout de la dent ou c'est celui qui va jusqu'au fond de la dent ? C'est celui qui a une espèce de rayon moyen entre les deux. Voilà, où est mon R ? Ça, c'est une bonne question. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer cette problématique du rayon. Alors encore une fois, peut-être que ça ne vous paraît pas énorme à ce niveau-là. Vous vous dites que pour des petites roues dentées, l'écart de rayon ne va pas être très différent entre l'intérieur et l'extérieur de la dent, c'est vrai. Mais par contre, pour des pignons qui sont relativement petits en rayon, mais avec des dents très profondes, ce qui peut être le cas notamment quand on a énormément de puissance à transmettre, je pense par exemple dans les usines de production électrique, on peut avoir un rapport qui va quasiment peut-être pas du simple au double, mais pas loin entre le fond de la dent et le rayon au fond de la dent et le rayon au bout de la dent. Pas du simple au double, mais pas loin. Donc c'est quand même une vraie problématique, cette détermination du rayon. C'est de ça dont on va parler maintenant. Bon voilà, donc là c'est la relation que je viens de vous écrire, je voulais justifier un petit peu sur les roues de friction. Donc,
on va parler un tout petit peu de géométrie et de rayons primitifs. Alors, première remarque, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais on peut noter que les dents d'engrenage, elles ont une forme un peu particulière. Si on regarde un petit peu de près, ça ressemble à... Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une droite. Voilà ce qui se passe ici, c'est pas une droite. Après, est-ce que c'est un bout de cercle, un bout de parabole? Je sais pas trop, mais c'est une courbe un peu particulière. Alors, c'est pas votre programme, hein, c'est juste pour vous expliquer dans les grandes lignes. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle une développante de cercle. Alors, une développante de cercle, c'est une courbe un peu particulière qui est construite de la façon suivante. Imaginez que vous avez un cylindre, ok, et sur ce cylindre, vous entourez un fil. Donc, j'entoure un fil serré sur ce cylindre. Ok. Maintenant, au bout de ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler ce fil en gardant le fil tendu. Alors, vu de haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai mon fil qui est enroulé, et je vais le dérouler, mais à chaque instant, je vais me débrouiller pour avoir le fil tendu. Donc là, à chaque fois, j'ai mon fil qui est tendu. Donc la distance augmente, et je le déroule en gardant mon fil tendu. La courbe que j'obtiens ici en vert, la courbe que j'obtiens à ce niveau-là en vert, c'est ce qu'on appelle une développante de cercle. Bon. Et donc les roues dentées, c'est des développantes de cercle. Pourquoi? Parce que géométriquement parlant, c'est une courbe qui est hyper sympa et qui va nous assurer notamment que le contact va se faire toujours au même point. C'est-à-dire que si je raisonne dans le référentiel du bâti, si je trace la trajectoire de mon point de contact entre mes deux roues par rapport à mon bâti, le point de contact ne va jamais bouger. Et donc, c'est bon, là on a gagné. Si on dit que ce point de contact il ne bouge pas, eh bien, par rapport à ce point de contact, on va pouvoir définir un rayon. Voilà. Là c'est bon, là j'ai mon rayon R2. Et là j'ai mon rayon R1. Ces rayons R1 et R2, c'est ce qu'on va appeler les rayons primitifs de nos roues dentées. Un rayon primitif, c'est le rayon qui part du centre de la roue et qui va jusqu'au point de contact qui va être fixe parce que, propriété magique de la développante de cercle, c'est pas du tout à votre programme, c'est de la belle géométrie. Donc tout ça pour dire, il existe une solution mathématique à ce problème, c'est bon, on l'a réglé. Alors par contre, maintenant, si je vous donne une roue d'engrenage, une vraie roue dentée, et que je vous demande de déterminer R1 ou R2, vous allez être embêté. Mais on sait, d'un point de vue mathématique, que ce rayon existe, et qu'il a un sens précis. Et donc on peut justifier que ces deux rayons roulent l'un sur l'autre sans glisser, au niveau du point I. Alors, petite remarque techno, la développante de cercle, quand j'étais à votre place il y a quelques années, mon enseignant de sciences de l'ingénieur avait dit une phrase, un truc du genre que la développante de cercle, c'était la plus grande avancée technologique de l'histoire de l'humanité. Alors, il a peut-être un petit peu forcé le trait, mais c'est pas complètement idiot comme point de vue aussi. Pour vous donner des ordres de grandeur, à la louche, je pense qu'à peu près 99% de l'énergie mondiale passe à un moment par le point I, passe par un contact entre deux roues dentées. Et on peut démontrer que si on a une géométrie de type développante de cercle, c'est la géométrie qui va maximiser le rendement au niveau de la transmission de l'engrenage. Donc quand on connaît les problèmes énergétiques et le nombre de roues dentées et de systèmes d'engrenage qu'on a dans les transmissions d'énergie, autant vous dire que le jour où on a inventé la développante de cercle et qu'on a su les fabriquer pour en faire des systèmes d'engrenage avec un excellent rendement, je ne vais pas dire qu'on a sauvé la planète, ça serait un peu présomptueux, mais on a fait un grand pas en tout cas sur l'économie énergétique, sur l'amélioration de rendement. Voilà, donc c'était la petite minute nostalgie et explication rapidement du concept de rayon primitif et de développante de cercle. Ok, alors associé à ces notions de roulement de rayon primitif, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un pas primitif. Alors c'est quoi un pas primitif? C'est la distance, alors si je reprends au niveau de mon rayon, voilà, donc au niveau de ma figure, on va pouvoir définir le pas comme la distance entre deux dents au niveau de mon rayon primitif. Voilà, donc là c'est mon pas primitif, si je le représente sur mon schéma. Voilà, donc mon pas primitif, ça va être quoi? Ça va être simplement 2πr divisé par z. Z, c'est le nombre de dents.
Donc pour les germanistes, hein, Z ça vient de... J'ai oublié, qui commence par un Z en tout cas, et qui veut dire dent en allemand. Voilà, donc dent en allemand commence par Z. Donc en général, hein, on va noter Z, ça correspond au nombre de dents d'une roue. Donc si je reprends encore une fois sur ma figure précédente, hein, là j'ai combien de dents? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 je pense. Ok, donc là j'ai 20 dents. Donc ce que je dis c'est que mon papé, c'est égal à quoi? Ça va être égal à mon rayon primitif 2 fois 2pi. Ça c'est le périmètre, oui, mais ce périmètre il va être décomposé en 20 dents, donc sur 20. Donc sur, excusez-moi, on va dire sur Z2, et Z2 ici, ça vaut 20. Ok. C'est pas une notion fondamentale, le pas primitif, c'est juste pour démontrer un résultat. Hein. Mais c'est tant qu'à y être, essayer de vous faire comprendre aussi à quoi ça correspond. Alors, une notion beaucoup plus intéressante, mais qui va être liée à tout ça, c'est la notion de module. Alors, le module, c'est ce qui va nous relier le diamètre au nombre de dents. Cette relation. Alors, on va reprendre ce point-là. Donc là, j'ai un certain diamètre D2, hein, mon diamètre primitif, et j'ai 20 dents. Mais j'aurais pu, hein, pourquoi pas, au final, essayer de faire une roue dentée avec, pourquoi pas, 2 fois plus de dents. À peu près. Hein. Bon, voilà. Pourquoi pas? J'ai le droit. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé le module. Voilà. Donc, on peut avoir, au final, plus ou moins de dents en fonction du module de notre système. Donc le module, c'est quelque chose qu'on choisit. Si vous voulez acheter une roue dentée hein, pour votre TIP ou que sais-je, il faudra choisir son nombre de dents et son module. Et le module, c'est ce qui va relier le nombre de dents au diamètre primitif. Et on définit l'anthrax comme la distance entre les deux axes de rotation des dents. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Alors, conditions d'engrainement. Pour que, si je vous donne 2 roues dentées, pour qu'elles engrainent l'une avec l'autre, je pense que vous sentez intuitivement que si je donne 2 roues dentées, une avec, on va dire, des grosses dents, en gros avec un gros module, et une avec des toutes petites dents, vous pouvez noter la qualité de ce dessin, je pense que vous sentez qu'elles ne vont pas bien engrainer l'une avec l'autre. Ce qu'il faut, c'est avoir des dents qui soient, on va dire, comparables. C'est-à-dire que là, si j'ai aussi des grosses dents, là, ça peut potentiellement mieux se passer. Donc, en d'autres termes, il va falloir que ces 2 roues vérifient plusieurs propriétés. En particulier, qu'elles aient le même module. Et associé à ça, il faut qu'elles aient le même pas. Ces propriétés, elles seront dans les exercices qu'on va vous poser, elles seront toujours vérifiées. Mais ça, à partir de ces 2 relations, on va pouvoir relier, donc si on part de ces 2 expressions, on va pouvoir relier du coup assez facilement les rayons au nombre de dents. Et du coup, à partir de ces 2 expressions, au lieu de travailler avec le rapport des rayons primitifs R1 sur R2, et sachant que ces rayons, je ne les connais pas trop, je vais pouvoir travailler de façon complètement homogène, enfin complètement équivalente, je veux dire, avec les nombres de dents. Donc au lieu de travailler avec les rayons, quand on a des systèmes d'engrenage, on préférera travailler avec le nombre de dents. Donc Z1, ça correspond au nombre de dents de la roue 1, et Z2, ça correspond au nombre de dents de la roue 2. Mais attention, ça c'est vrai à condition notamment que les 2 roues aient le même module. Mais encore une fois, ce sera toujours le cas, parce que sinon vos 2 roues, elles ne peuvent pas vraiment engrainer l'une sur l'autre. Donc, on va dire que la relation fondamentale des engrenages à denture externe, c'est celle-ci. Et en pratique, à partir de maintenant, on parlera plus vraiment des rayons primitifs, mais on parlera plutôt des nombres de dents, en général. Ok, bon, un exemple classique de système avec un réducteur d'engrenage, une boîte de vitesse, où en fonction de la vitesse, on va venir engrainer différents trous. Bon, on va faire des exercices là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Alors, on va finir aujourd'hui sur c'est ça, sur cette page qui est importante.
où on va parler donc des différents types de contacts, des différents types de contacts élémentaires dans un engrenage, et des schémas cinématiques associés. Alors, le plus simple et celui qu'on a déjà vu, c'est ce qu'on appelle le contact cylindrique extérieur. Donc un contact cylindrique extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'ai mes deux roues, et que le contact se fait au niveau de mes deux roues dentées, à chaque fois à l'extérieur de mes roues dentées, par opposition à ce qui sera représenté à droite. Donc le schéma cinématique, si je m'intéresse à une vue, on va dire, qui serait dans cette direction-là, c'est ce qu'on a vu précédemment. Le schéma cinématique, je vous l'ai déjà fait. Hop, je retourne un peu avant, il est où? Voilà. Mon schéma cinématique, ce serait celui-là. Au final, c'est des choses qu'on a déjà vues, notamment en séquence 6. Alors par contre, celui qu'il faut connaître, qui est un petit peu moins évident, c'est le schéma cinématique vu de profil. Parce que souvent, les systèmes d'engrenage, on les représente vus de profil. Donc qu'est-ce qu'on repère? Là, on repère notre pivot associé à la roue 1, notre pivot associé à la roue 2. Et les roues d'engrenage, on les représente donc par un trait qui représente la roue vue de profil. Et on met, donc on va mettre deux petits traits pour représenter le bord de notre roue dentée. Donc deux petits traits bleus pour la roue bleue et deux petits traits rouges pour la roue rouge. Donc symbole à connaître par cœur et à savoir du coup interpréter dans un schéma cinématique. Alors pour le plaisir, petite vidéo, donc ce qu'on vient de voir, c'est une denture droite classique. Hop. Alors, petite remarque en passant. Je me remets au début et on va jouer à un jeu. Donc, là on nous dit dans cette vidéo qu'on a un module de 1,5. Ok, et on a le même module sur nos deux roues dentées, puisqu'elles engrainent l'une avec l'autre. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la roue rouge, il y a marqué Z40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les compte, là, il y a 40 dents. Et sur la roue jaune, il y a marqué Z20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20 dents. Donc là, la question que je vous pose, c'est quel est le rapport de réduction? Si on imagine que l'entrée, c'est la roue jaune, et que la sortie, c'est la roue rouge. Alors déjà, première remarque, vu qu'on a un contact extérieur, on en reparlera un petit peu après, mais comme on l'a démontré avec les roues de friction, on s'attend à ce que la roue jaune et la roue rouge ne tournent pas dans le même sens. Et effectivement, si je refais play, on voit bien que la roue jaune et la roue rouge ne tournent pas dans le même sens. Ok. Maintenant, quel est le rapport de réduction? Eh bien, si on s'amuse à regarder là, hop, je remets au début en pause. Si on s'amuse à regarder les petits triangles violets et orange qui nous servent de repère, là on voit qu'ils se font face. Et je vous invite à compter le nombre de tours que va faire la pièce jaune avant que les deux triangles à nouveau se refassent face. Là, ce qu'on voit, c'est que la roue jaune, elle vient de faire un tour. Hop là, hop, excusez-moi, j'ai raté ma pause. Voilà, quand la roue jaune a fait un tour, on voit que la roue rouge, elle a fait un demi-tour. Et si la roue jaune refait un tour, on voit que la roue rouge, elle vient de finir son tour. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut que la roue jaune fasse 2 tours pour que la roue rouge fasse un seul tour. Encore une fois, c'est logique avec la formule qu'on a vue, parce que si on dit que oméga sortie par rapport à 0 sur oméga entrée par rapport à 0, c'est égal à moins 1, le nombre de dents de la... peut-être que ce que je vais faire, je vais écrire à côté. Est-ce que je peux faire ça? Oui, c'est extraordinaire. Voilà, si on utilise cette formule à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Là, si on l'applique, on va avoir le fait qu'on va avoir moins le nombre de dents de la roue, donc au niveau de l'entrée, c'est ma pièce jaune, donc moins 20, sur le nombre de dents de ma roue de sortie, 40, donc au final, j'ai du moins 1,5. Donc effectivement, ma roue en sortie, ma roue rouge, elle va tourner 2 fois moins vite que ma roue jaune. C'est ce qu'on voit sur la vidéo. Ok, je vous laisse le digérer. Voilà, donc là on vient de le faire pour vient de se faire le calcul dans le cas de roues à contact extérieur. Après, on peut avoir le cas de contact intérieur. Donc c'est ce qui est représenté à ce niveau-là. Alors en termes de vocabulaire, la pièce rouge, c'est ce qu'on appellera à ce moment-là le pignon. Alors ici, juste la pièce jaune, c'était le pignon, et la pièce bleue, c'était la roue dentée.
Un pignon, c'est une roue dentée, c'est juste qu'en général, on parlera de pignon pour définir la petite roue dentée. Donc là, vu que la pièce jaune elle avait un rayon plus petit, c'est pour ça que je l'appelle le pignon. Mais si vous me dites que c'est 2 roues dentées, ça me va aussi, c'est pas un souci. Bon, donc là, la pièce rouge, c'est mon pignon, et la pièce verte, c'est ce qu'on appelle une couronne, parce que ça ressemble à une couronne. Voilà. Donc si on se regarde une petite vidéo d'un système pignon-couronne. Ah, c'est un peu plus technique. Hop là. Ok. Alors elle est un peu moins jolie celle-là de vidéo. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que nos deux, le mouvement de ma pièce bleue par rapport au bâti et le mouvement de ma pièce rouge par rapport au bâti, c'est deux mouvements de rotation qui se font dans le même sens. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a ce qu'on appelle un contact interne, c'est-à-dire un contact avec une couronne, à ce moment-là, le rapport de réduction il sera positif. C'est-à-dire que nos deux pièces vont tourner dans le même sens par rapport au bâti. Mais par contre, là, on peut encore une fois faire le même calcul, c'est-à-dire que dans ce cas précis, donc dans ce cas précis, je vais avoir, hop, j'écris à ce niveau-là, on va avoir quelque chose du genre que oméga 2 par rapport à 0 sur oméga 1 par rapport à 0. On va dire que 2 c'est ma couronne et que 1 c'est mon pignon, donc ça c'est 2 et ça c'est 1. C'est égal à quoi? Ça va être égal simplement à Z1 sur Z2. Donc là, cette fois-ci, je n'ai plus de signe moins. Alors là encore, les schémas, il faut les connaître. Donc pour le pignon, pas de souci, c'est le même schéma que précédemment. Et pour la couronne, ça ressemble beaucoup. On a toujours ce petit trait horizontal qui me signifie que c'est une roue dentée. Mais juste, comme vous le voyez, on fait tout le tour pour laisser du creux, pour laisser du vide à l'intérieur, puisque c'est une couronne et que c'est vide. Donc le contact, on voit qu'il se fait ici par le haut. Donc symbole à apprendre. Et encore une fois, je pense qu'il me paraît relativement clair par rapport à l'illustration qui est au-dessus. Ok, on est bon sur le contact cylindre intérieur. Alors, je vais être honnête avec vous, on va dire que ces deux cas-là, ça va représenter, sans mouiller, 80% des exos, je pense. Alors, je vais... 75% des exos. Un autre type de contact qu'on va croiser assez souvent, c'est ce qu'on appelle les engrenages à roues coniques. Donc cette fois-ci, le contact, il se fait plus sur des cylindres avec des dents, mais sur des cônes avec des dents. Alors comment on représente ça? L'idée c'est un peu la même, sauf qu'au lieu de faire un trait donc horizontal en haut, perpendiculaire, on va le faire avec un certain angle. Et plus cet angle sera important, plus on aura un cône avec un angle au sommet, on va dire, qui sera obtus. Et en général, en pointillé, on prolonge les cônes pour voir le point d'intersection des cônes. Alors, petite vidéo associée, c'est celle-là. Hop là, voilà. Donc là, on a un engrenage à dents coniques. Encore une fois, ça marche de la même façon, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que le pignon conique jaune, il a 20 dents. La roue conique du bas, elle a 40 dents. Donc je vous laisse vous convaincre qu'elle tourne 2 fois moins vite. Vous prenez un petit repère, là, par exemple les deux triangles qui viennent d'être en contact. Et bien là, quand il faut que la roue jaune ait fait 2 tours pour être à nouveau en contact, attention, 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 maintenant. Voilà. Bon. Donc c'est toujours un peu la même chose, sauf là on a des contacts coniques. Donc on aura encore une fois la même relation. La seule différence, c'est que là, vu qu'on change d'axe, le signe a un peu moins de sens. Donc en général, on ne le marque pas pour des galets coniques. Parce que là, ça dépend du paramétrage, ça dépend comment est-ce qu'on a défini nos angles. Bon, donc là, on a simplement la relation, on va dire, comme dans le cylindre intérieur, on va avoir le fait que oméga 1 par rapport à 0 sur oméga 2 par rapport à 0, ça va être égal à Z2 sur Z1. Puisque le sens a un peu moins de sens, c'est le cas de le dire. Enfin, le signe a un peu moins de sens à ce niveau-là. Ok, donc là on est à peu près à 85% des exercices. On va arriver à 95% avec le pignon crémaillère. Le pignon crémaillère, on en a parlé dans la vidéo d'avant, donc je ne vais pas y repasser du temps. Voilà, juste en termes de schéma cinématique, vu de côté, vu de profil, on a une roue sur un trait, donc comme si on avait du roulement sans glissement.
Et par contre, vue de face, on dessine bien un pignon, donc avec, encore une fois, les deux petits traits, ça je peux l'enlever, avec encore une fois donc les deux petits traits ici et là. Et voilà, bon, et un trait. Donc c'est un petit peu moins clair vue de face, c'est une habitude à prendre en termes de formalisme. Alors le dernier exemple qu'on croise dans les 3, on va dire dans les 5% d'exercices qui restent, c'est des systèmes, ce qu'on appelle roue vis sans fin. Alors, je vais d'abord vous montrer une vidéo, et après on va expliquer un tout petit peu le schéma cinématique. Alors c'est parti, la roue vis sans fin, elle est là. Voilà, donc là l'idée, c'est qu'on fait tourner la pièce jaune, et que ça va entraîner en rotation la pièce qui est en dessous, là, qui est un peu dorée. Donc dans un système roue vis sans fin, déjà première remarque, c'est un système qui est non réversible. C'est-à-dire que autant en faisant tourner l'axe jaune, là, ma vis, ça fait tourner ma roue dentée, mais si je fais tourner ma roue dentée, ça ne fera pas tourner ma vis. Encore une fois, il y a des histoires d'arc-boutement, ça ressemble un peu à l'hélicoïdal. De ce point de vue-là, c'est un peu le même genre de problème d'arc-boutement. Bon, et après, donc, ben là, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'un filet, à chaque fois que ma vis fait un tour, eh bien, ça va faire avancer ma roue, ça va faire avancer ma roue d'une dent. Alors, en pratique, non, à chaque fois que, là, c'est une deux filets, donc à chaque fois que ma roue fait un demi-tour, à chaque fois ma vis, fait un demi-tour, ça va faire avancer ma roue d'une dent, parce qu'il y a deux filets. En gros, à chaque filet qui passe, ça va faire avancer ma roue d'une dent. Donc si on avait une vis, un filet, à chaque tour de ma vis, j'aurais fait avancer ma roue dentée d'une dent. Vu que là j'ai une vis deux filets, à chaque roue de ma... Oula, c'est dur, hein. Je recommence mes phrases. Si on avait une vis avec un seul filet, à chaque tour de ma vis, ça aurait fait avancer ma roue dentée de une dent. Là j'ai une vis avec deux filets, donc à chaque tour de ma vis, je vais faire avancer ma roue dentée de deux dents. Voilà. Bon, et après, à partir du nombre de dents et du nombre de filets, on peut du coup trouver la relation. C'est assez rare qu'on ait des exercices là-dessus, mais pour être complet, je voulais vous la montrer aussi. Oula, je me suis perdu là. Ok. Et voilà, donc le schéma cinématique, on peut pas trop l'inventer, donc celui-là, il faut le connaître. En tout cas, pour le comprendre à la lecture dans un sujet. Je pense pas qu'on vous demande de le dessiner, celui-là, mais il faut le comprendre à la lecture. Donc ma pièce rouge, c'est ma vis, et ma pièce bleue, c'est ma roue d'engrenage. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première longue séance, avec plein de choses, plein de vocabulaire. Sur les adaptateurs, c'était que du rappel. Sur les réducteurs, on a vu quelques notions nouvelles, hein. Notamment donc les formules de réducteurs, que ça soit les roues de friction ou les roues d'engrenage, hein. La différence, c'est que dans un cas, on parlera plutôt en rayon, dans l'autre cas, on parlera plutôt en nombre de dents. Et pour le système polycourroie aussi, voilà. Donc revoyez peut-être cette vidéo tranquillement, une fois ou deux, notamment sur la partie réducteur, où j'ai dit quand même plein de choses. Et on va appliquer tout ça dans les exercices de la semaine prochaine, sur les trains simples, pour commencer, puis sur les trains épicycloïdaux par la suite. Donc je vous dis à la semaine prochaine.